Je suis géologue de formation, mais mon cœur m'a guidé à devenir garde forestier. La paix de la nature sauvage, le murmure des pins et la beauté intacte étaient tout ce que j'avais toujours désiré. Cependant, avec le temps, la solitude a commencé à me peser. Ma seule compagnie était le visiteur occasionnel et les souvenirs de mes jours à l'université. Nous affrontons tous les défis typiques de la profession de garde forestier, et je mentirais si je disais que je n'avais pas fait quelques amis. Je suis un peu introverti, donc la plupart des collègues gardes que j'ai rencontrés me rappelaient un peu les gars des fraternités. J'ai trouvé quelques personnes avec qui j'aimais marcher et pêcher, mais la plupart du temps, je remplissais mes fonctions et passais beaucoup de temps seul. J'ai travaillé sur le terrain pendant environ 20 ans au total. Un jour, il y a environ une décennie, un couple âgé a attiré mon attention. Ils n'étaient pas des touristes ordinaires, il y avait une certaine familiarité dans leurs yeux, une sorte de nostalgie. Ils venaient de l'Ouest, visitant le parc où ils s'étaient fiancés il y a de nombreuses années. Ils cherchaient un endroit spécifique, un fragment du passé capturé dans une photographie, mais l'âge et le temps avaient transformé le paysage, et ils étaient un peu perdus. Touché par leur histoire, je me suis proposé de les aider. Nous avons étudié les photographies, leurs mains ridées pointant des repères, leurs voix tremblantes d'expectative. Je les ai escortés dans mon véhicule, le silence interrompu seulement par leur murmure doux et le bruit des graviers sous les pneus. Nous avons marché le dernier tronçon, la forêt résonnant du bruissement des feuilles sous nos pieds. Quand je dis que je les ai escortés, je veux dire qu'ils me suivaient dans leur Toyota. Il n'y avait aucun moyen de conduire ces citadins au milieu de la jungle sans s'assurer qu'ils avaient un moyen de revenir. Ils avaient des bottes et une voiture tout-terrain, ce qui montrait qu'ils prenaient leur voyage au sérieux, mais j'étais toujours prudent quant à la distance à laquelle je les emmènerais. Il était encore tôt dans l'après-midi et mes obligations de la journée étaient remplies, alors j'ai passé environ 1 heure à explorer l'arrière d'un bassin le long de la rivière, car je savais que leur emplacement devait être proche de cette zone, les rochers, les arbres, la manière dont la terre descendait sur la photo. Cette zone avait tous les éléments nécessaires, c'était une piste sûre, donc je savais que j'étais proche, et aussi clair que l'aube, j'ai frappé juste. Nous avons garé nos véhicules et suivi à pied un petit ravin qui nous a menés à la rive de la rivière. Dans le petit recoin terreux que nous avons aperçu, le décor était exactement comme sur les photographies. Je suis descendu en premier, aidant la femme puis le mari. Ils étaient rayonnants, nous avons trouvé l'endroit, un méandre pittoresque de la rivière baigné par la douce lumière du coucher du soleil. Je les ai laissés là, 2 silhouettes contre la lumière décroissante, un portrait d'amour éternel. Il est émouvant de penser qu'ils ont fait ce voyage, non seulement en parcourant des kilomètres, mais aussi en voyageant à travers le temps. Ils étaient là pour renouveler d'anciennes promesses d'amour. Cela peut sembler idiot, mais c'est ce genre d'affection qui m'a inspiré à devenir garde forestier, amour de la terre, de l'humanité et de chaque moment éphémère entre tout cela. Je suis sentimental, mais c'est ainsi que je me sens. Quand je suis retourné à la station, une étrange inquiétude m'a envahi. Je ne sais pas l'expliquer, mais quelque chose semblait ne pas aller. Ils ont clairement dit qu'ils voulaient passer l'après-midi à cet endroit, prendre quelques photos, des choses typiques de visiteurs. Cependant, l'énergie de ce couple âgé avait une vibration différente. Ainsi, lorsque je suis revenu, je me suis convaincu d'avoir commis une erreur. Je n'aurais jamais dû emmener ces gens là-bas. En tant que garde forestier, c'est une sensation terrible, comme si j'avais échoué dans mon devoir. J'ai décidé d'attendre qu'ils reviennent pour m'assurer qu'ils sortent en sécurité. La nuit est tombée et le parc a été enveloppé d'un silence inquiétant. Les autres visiteurs sont partis lentement, mais à l'approche de l'heure de fermeture, le trafic a complètement cessé, sans même un phare au loin. J'ai appelé les autres postes de contrôle dans la zone et j'ai reçu des réponses vagues, mais personne n'a pu confirmer qu'un couple âgé était parti dans un Toyota. Le couple n'était pas parti. Je le sentais profondément. Jamais depuis lors je n'avais eu un pressentiment aussi fort, une anxiété me rongeant. J'ai laissé mon assistant à la station d'entrée et je suis retourné au ravin. Il n'y avait pas une âme, à l'exception de quelques campeurs nocturnes avec des permis appropriés. Quand je suis arrivé au ravin, là était le Toyota,
garé dans l'obscurité. C'était une sensation effrayante qui m'a fait commencer à transpirer. Ma bouche s'est remplie de salive, comme si j'étais sur le point de vomir. Avec des doigts tremblants, j'ai garé la voiture, éteint le moteur, mais laissé les phares allumés. Il faisait noir dehors et je savais que j'aurais besoin de toute la lumière disponible pour les trouver. Je suis descendu dans le ravin, j'ai perdu courage et je suis resté là un moment. Leur voiture était là, donc je savais déjà que je trouverais quelque chose de mauvais. J'ai appelé quelques fois en espérant qu'ils étaient juste perdus ou qu'ils avaient du mal à remonter jusqu'à la voiture. Seul le silence a répondu, alors j'ai rassemblé mon courage et j'ai continué jusqu'à la rive de la rivière. Ce que j'ai vu était aussi beau qu'horrible. À la lumière de la lune, j'ai vu quelques formes au sol sous un arbre, les jambes tournées vers l'eau. On aurait dit que je les avais interrompus, comme s'ils étaient simplement allongés sous les étoiles. « Garde forestier ici », ai-je appelé doucement. Ils ne bougèrent pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai éclairé la scène avec ma lampe de poche. Là étaient-ils, allongés enlacés sur la rive de la rivière, immobiles, avec des visages sereins. Une sensation de finalité flottait dans l'air. Tous deux étaient morts, mais ils ne semblaient ni effrayants ni misérables. C'était étrange de les trouver ainsi et d'avoir eu cette prémonition auparavant, comme si c'était leur destin. Clairement, ils n'avaient pas été assassinés, cela ressemblait à un type de suicide planifié. Il était difficile de croire que les deux avaient eu des AVC ou des crises cardiaques en même temps. J'ai appelé la police, mon esprit dans un tourbillon de confusion et de tristesse. Les heures suivantes furent un flou de lampes de poche, de conversations chuchotées et d'une profonde tristesse. La police a divulgué leurs identités mais peu d'autres informations. Ce n'est que plus tard que j'ai appris la vérité émouvante de l'affaire. La femme était atteinte d'une maladie en phase terminale, sa vie étant lentement consumée par le cancer. Ils ont choisi de finir leur vie ensemble à l'endroit où leur histoire avait commencé. Cette nouvelle m'a frappé de plein fouet, mais j'ai trouvé du réconfort dans le fait qu'ils étaient en paix, ensemble dans la mort, tout comme dans la vie. Ils n'ont pas demandé d'aide pour ne pas impliquer quelqu'un d'autre. Leur acte final était un témoignage de leur amour, si profond qu'ils ont choisi d'embrasser la mort dans un lieu chargé de souvenirs sous le vaste ciel indifférent. Leur histoire, bien que tragique, m'a profondément touché et m'a rappelé la fugacité de la vie et la puissance durable de l'amour. Alors que je marche sur les sentiers du parc, sous les arbres imposants et le long de la rivière sinueuse, je me souviendrai toujours d'eux, deux âmes qui ont trouvé leur dernier repos dans un coin du monde qu'ils aimaient, laissant une histoire qui résonne dans le silence de la nature sauvage. Ma cousine, hydrologue de formation, s'aventurait souvent dans les coins les plus reculés de la forêt pour tester les ruisseaux et vérifier l'écoulement de la neige à la recherche de contaminants. J'ai pensé que ce serait excitant de l'accompagner dans l'une de ces expéditions, alors j'ai décidé de me joindre à elle. Nous avons emballé notre équipement dans des sacoches, prêts à camper dans la nature sauvage pendant 2 nuits. Ma cousine faisait cela régulièrement dans le cadre de son travail. Elle était coriace et n'hésitait pas à dormir au milieu de nulle part seule. Ayant moi-même grandi en campant et en vivant de manière rustique, j'étais dans mon élément. Cependant, l'isolement me rendait un peu nerveux. Nous serions très loin de tout, sans aide à proximité. Sans famille, sans personne. Juste nous deux au milieu de kilomètres de forêt traîtresse. Le premier jour fut simplement magique. Le paysage était à couper le souffle, l'air si pur qu'il en devenait presque enivrant. La tranquillité de la nature sauvage contrastait nettement avec l'agitation de la vie citadine. Je suis tombé amoureux instantanément de cette région, souhaitant pouvoir la visiter plus souvent. Cependant, ce premier jour fut entièrement consacré au travail, divisé en 2 activités distinctes. La première moitié de la journée était pour elle de réaliser son travail, ce qui impliquait beaucoup de marches aller-retour pour rapporter les échantillons au camp. Elle portait une mallette dure et énorme, presque indestructible, où nous gardions tous les échantillons. Après qu'elle fut satisfaite et m'eut montré tous les détails de son travail, elle m'emmena voir les sites à partir de magnifiques points de vue. La journée prit finalement fin, avec le coucher du soleil illuminant notre chemin de retour au camp.
C'était comme être dans un film, si loin de tout, des gens, des voitures, de la civilisation. Certaines des sentiers étaient si étroits et peu marqués qu'il semblait qu'ils n'étaient pas faits pour les humains. Ma cousine suivait un réseau de sentiers d'animaux qui montaient le flanc de la montagne. Nous nous installâmes au camp et profitâmes d'un dîner simple mais satisfaisant de sandwichs et de snacks, ainsi que d'une salade de pâtes que nous avions gardée dans une petite glacière. Tout était parfait. Ma cousine profita du moment pour me parler davantage de la région. J'avais raison, peu de gens visitaient cette zone. Il n'y avait ni moteur ni voiture. C'était une partie intacte de la nature sauvage qui était rarement explorée. C'était toujours calme, mais il y avait des signes de passage, certains anciens et d'autres récents. Elle mentionna que parfois, elle trouvait des cartouches de balles, certaines rouillées, d'autres neuves et brillantes. Étrange, mais pas suffisant pour la troubler. Mais demain sera une journée intéressante. Nous démonterons le camp et ensuite je t'emmènerai à quelques endroits anciens, expliqua-t-elle. Il y a quelque chose d'étrange que je veux te montrer et je pense que tu trouveras cela intéressant. Avec cela, nous allâmes dormir. J'avais des visions dans ma tête des choses étranges qui pourraient m'attendre le lendemain. Le deuxième jour, ma cousine me regarda avec un éclat espiègle dans les yeux. « Tu veux voir maintenant ?» demanda-t-elle, et j'ai acquiescé. Nous finîmes nos tâches au camp et ensuite ma cousine fit quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Elle prit un sac à dos d'épaule, un modèle à sangle unique, et le remplit de toutes sortes d'équipements spéciaux, y compris une corde, une lampe de poche, un kit de premier secours, un grand couteau et un petit pistolet noir dont je ne savais même pas qu'elle possédait. Elle dit que c'était une Beretta 9 mm et qu'elle la portait toujours lorsqu'elle allait dans la nature. Avec cela, elle nous conduisit par un chemin que nous n'avions pas encore exploré, descendant par un ravin menant à un canyon. On aurait dit que quelqu'un avait creusé une tranchée le long de la pente de la montagne. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner au début de l'histoire, c'est que ma cousine avait apporté quelques chevaux pour cette mission spécifique. Elle les utilisait pour atteindre certaines des zones les plus reculées où elle devait tester l'eau. Personnellement, je n'étais pas très fan de l'équitation, alors elle me fit monter derrière elle sur le meilleur cheval qu'elle avait. Nous descendîmes la montagne et à la fin d'un recoin isolé, nous démontâmes et attachâmes les chevaux dans une clairière pittoresque. Ma cousine me demanda alors de suivre un sentier étroit dans la forêt et me remit notre radio rechargeable. C'était un appareil compact qui pouvait être chargé manuellement et qui fonctionnait également comme une lampe de poche si nécessaire. C'était sa manière de me dire de rester attentif sans m'alarmer. Si elle me donnait de l'équipement, je savais que nous étions dans une partie reculée de la nature sauvage où des prédateurs pouvaient rôder, ou peut-être quelque chose de pire. J'ai exploré la zone en suivant ses instructions tout en avançant sur le sentier. Je suis tombé sur une vision complètement hors contexte au milieu de la nature, une grande bobine de fil, semblable au fil de calibre 10 ou 12 utilisé dans les maisons, sortant du sol. Comment cela peut-il être ici ? Alors je me suis rendu compte, ça devait être ce que ma cousine avait mentionné. La chose étrange et effrayante qu'elle voulait me montrer. J'ai ressenti un mélange d'incertitude et de déception, car j'attendais quelque chose de plus grand et de plus effrayant. J'ai réalisé qu'il n'était probablement connecté à rien, alors j'ai attrapé le fil et tiré. À ma surprise, il était si fermement inséré dans la terre qu'il n'a pas bougé d'un centimètre. J'ai creusé un peu dans le sol et j'ai découvert que le fil entrait dans un tube qui le protégeait des pierres et autres choses qui pourraient l'endommager. C'est alors que j'ai réalisé que le câble suivait vraiment quelque part, mais étant au milieu de la montagne, je n'avais aucune idée d'où il pouvait mener. « Qu'en penses-tu » a demandé ma cousine en s'approchant. « Très étrange. As-tu une idée de où il va ?»« Non, personne ne sait. Certains des autres gardes forestiers m'ont dit que je trouverais cela ici. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que je trouve la table. Ça doit être une sorte de farce, non ? Probablement une vieille blague de quand les équipes installaient des lignes électriques ici. Ma cousine acquiesça et haussa les épaules. Ensuite, elle me raconta une histoire. Le fil serpentait à travers la végétation basse, pendait aux branches des arbres, passait par-dessus des rochers, et se terminait enfin dans une prise montée sur le côté d'une table.
La table, qui ressemblait à celle des anciennes écoles, se trouvait seule dans la forêt. Pas de chaise, pas de bâtiment, juste une table solitaire avec une prise fonctionnelle. Confus et curieux, j'observais ma cousine brancher la radio dans la prise. À notre surprise, la radio s'alluma et commença à grésiller, bien que nous soyons à des kilomètres de la civilisation, sans accès à des routes, des bâtiments ou des gens. Nous avons trouvé une prise fonctionnelle. Le fil était alimenté de quelque part, une source inconnue et invisible. C'était une énigme, une table avec de l'électricité au milieu de la forêt. Je regrette de ne pas avoir pris de photos, car c'était une vision aussi étrange qu'inexplicable. Lorsque ma cousine a commencé à travailler, les autres gardes forestiers lui ont dit qu'elle trouverait un câble fonctionnel là-bas. Lorsqu'elle est sortie pour collecter des échantillons pour la première fois, il y a environ 2 ou 3 ans, elle a trouvé le câble et l'a suivi jusqu'à la table. Quand elle a mentionné la table à ses collègues, tout le monde a ri, pensant qu'elle inventait, mais elle ne mentait pas. Elle avait même des photos pour prouver. Les autres gardes étaient tellement impressionnés qu'ils ont prévu d'y aller ensemble pour voir la chose de leurs propres yeux. Et elle était là, exactement comme le jour où nous y sommes allés. Pas de frayeur soudaine, pas de corps caché, juste cette anomalie inexplicable au cœur de la nature sauvage. C'était un rappel que même dans les endroits les plus sereins et pittoresques, il y a des mystères qui défient les explications, des histoires qui nous troublent et nous rappellent le monde inexplicable dans lequel nous vivons. Qui a bien pu graver ça, ai-je demandé en pointant la surface de la table. Là, dans le grain taché du bois, un message était gravé, va-t'en pour toujours, en grandes lettres marquées, méticuleusement gravées pour être absolument clair. Ma cousine s'est penchée pour regarder de plus près et, pendant que je l'observais, j'ai vu que tout le sang avait quitté son visage. Elle a dit que cela n'était pas là avant, elle avait revisité la zone il y a 3 mois. En toutes ces années de service forestier, elle n'avait jamais vu personne dans cette région. Nous sommes restés là un moment, écoutant la forêt et cherchant des signes de mouvement, mais il n'y avait personne autour. Elle a alors appelé son bureau par radio, informant qu'elle avait terminé le travail là-bas et qu'elle allait retourner au poste, espérant revenir bientôt. La décision soudaine de rentrer au poste m'a convaincu que quelque chose d'étrange se passait. Nous avons fait la longue marche de retour en descendant la montagne, avec les chevaux et l'équipement intacts, jusqu'à ce que nous trouvions un camion et une remorque, et retournions vers la civilisation. En chemin, nous avons vu des campeurs, des randonneurs et des pêcheurs le long du ruisseau, tous saluaient et souriaient, heureux de voir un garde forestier si loin à l'intérieur des terres. Moi, cependant, je ne pouvais pas arrêter de penser à cette table là-haut, dans cette vallée, à des kilomètres à l'intérieur de la montagne. J'imaginais quelqu'un assis là, observant tous les touristes dans les zones récréatives en contrebas de la forêt. Cela ressemblait à quelque chose tiré d'une série comme Lost. Nous sommes arrivés sans problème, et ma cousine et moi n'avons plus jamais parlé de cela. Elle travaille encore pour le service forestier, mais maintenant dans d'autres régions de l'État. Je suis certain que la table est toujours là, émanant une énergie inexplicable, et, chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Une table solitaire, une prise active et une nature sauvage qui garde des secrets que nous ne dévoilerons peut-être jamais. À la prochaine, mais souvenez-vous, tout n'est pas ce qu'il paraît quand vous vous aventurez au cœur de la nature sauvage. J'étais membre d'un groupe similaire aux scouts, dont je préfère ne pas mentionner le nom, composé d'aventuriers qui passaient d'innombrables heures à explorer la forêt. La nature sauvage était notre terrain de jeu, notre salle de classe, notre maison. Nous avons rencontré beaucoup de choses étranges, des événements bizarres qui pouvaient nous glacer le sang, mais la plupart avaient une explication rationnelle. Cependant, il y a eu un incident qui me hante encore aujourd'hui, une nuit de terreur gravée dans ma mémoire. Bien que mon titre officiel ne soit pas celui de garde de camp, j'étais saisonnièrement responsable de différents groupes d'enfants, généralement âgés de 8 à 16 ans. Nous dirigions une grande installation au milieu de la forêt, nécessitant beaucoup de personnel pour tout maintenir en sécurité et en bon état de fonctionnement. Il y avait beaucoup de variables, car on ne savait jamais ce qu'un enfant pouvait trouver ou faire, en plus des randonneurs locaux et des personnes errant dans la forêt,
donc nous devions rester vigilants quant à qui entrait et sortait de notre propriété. En tant que chef du groupe des enfants de 8 à 10 ans, j'étais responsable de leur sécurité, de leur apprentissage et surtout, de leur divertissement. Nous partions en voyage de camping, une tradition annuelle, un moment de cohésion et d'aventure. Cependant, cette année était différente. C'était notre première fois sur ce nouveau terrain, une vaste étendue de nature sauvage qui semblait infinie. D'habitude, nous explorions toute la zone avant l'arrivée des enfants, identifiant les dangers potentiels et cartographiant les voies d'évacuation, mais cette fois-ci, la taille du site rendait cela pratiquement impossible. L'installation elle-même était assez confortable, tout le monde dormait dans des cabanes en bois, nous avions une cantine, de l'eau courante, tout le confort moderne. Les voyages de camping étaient différents, les gardes et les chefs d'équipe rassemblaient leur groupe, emballaient tout ce dont ils avaient besoin pour le week-end dans leur sac à dos et se dirigeaient vers le milieu de nulle part. C'est là que se passait le véritable camping, où nous pouvions vraiment enseigner aux enfants comment se débrouiller dans la nature. Chaque camp a ses propres traditions, et le nôtre ne faisait pas exception. Nous avions le jeu nocturne, une activité excitante et effrayante où les enfants devaient accomplir des tâches pendant que nous, les chefs, déguisés en monstres, nous cachions dans l'ombre, prêts à sauter et à les effrayer. Ce camp ne faisait pas exception. Alors que le soleil se couchait et que l'obscurité s'installait, nous enfilions nos déguisements de monstres et nous cachions dans la forêt, attendant au point de contrôle. Je me souviens qu'une partie de moi trouvait que c'était une mauvaise idée. Comme je l'ai mentionné, nous n'avions pas exploré la zone très en détail. Cela m'a fait repenser à l'idée du jeu nocturne et des farces. La dernière chose dont nous avions besoin était que quelqu'un tombe d'une falaise inconnue ou trébuche dans la tanière d'un puma en cherchant du bois. Il y avait un grand plateau du côté sud de l'installation qui avait été récemment défriché, créant un chemin utilisable vers la zone. Même ainsi, nous avons décidé de continuer avec nos activités habituelles. Nous avions une radio, une trousse de premiers secours et quelques niveaux basiques de protection, comme des machettes et un signal de détresse. Je portais toujours un couteau de ceinture partout, même aux toilettes. Malheureusement, il n'y avait pas de véritables armes à feu, donc notre sécurité était limitée si quelque chose tournait mal. Les adultes avaient la responsabilité de protéger les enfants à tout prix, c'est ce qu'on nous disait. Au milieu du jeu, je me suis retrouvé dans une zone ouverte de la forêt, un endroit avec peu de végétation, parfait pour une poursuite. Les arbres étaient les seules cachettes, utiliser une lampe de poche était hors de question, car le faisceau trahirait ma position. L'obscurité était troublante, du genre qui joue avec vos sens, vous faisant croire que vous voyez des choses qui ne sont pas vraiment là. Alors que j'étais là, une ombre est passée devant moi plusieurs fois, elle était à peu près de ma taille, mais je n'ai pas pu distinguer plus de détails. J'ai écarté cela comme étant un animal, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation de malaise. De l'autre côté de la clairière, je pouvais voir le groupe d'enfants se préparer à venir vers moi. Mon plan était de sauter sur le premier qui passait, de poursuivre le reste en arrière et, avec un peu de chance, d'attraper le leader et de vraiment lui faire peur. Avec le recul, je m'amusais beaucoup avec les jeux nocturnes et ces activités effrayantes, principalement parce que c'était une chance de vraiment effrayer les enfants. Vous pouvez m'appeler méchant, mais c'était un bon amusement. Alors que les enfants commençaient à traverser le champ, quelque chose les a effrayés et ils se sont mis à courir dans la direction d'où ils venaient. J'étais stupéfait, imaginant ce qui aurait pu les faire revenir ainsi. Quand je me préparais à sortir de ma cachette, la même ombre que précédemment est passée à nouveau, mais cette fois-ci, j'ai pu capter son mouvement, j'ai vu clairement où elle se déplaçait, cela ressemblait à des branches qui se balançaient d'avant en arrière. J'ai continué à observer en attendant que d'autres enfants arrivent. Les mêmes ombres continuaient à se déplacer rapidement dans mon champ de vision périphérique, mais j'ai essayé de repousser le sentiment de malaise, l'attribuant à l'adrénaline du jeu et à l'obscurité sinistre autour de moi. Mais alors je l'ai vu à nouveau et cette fois ce n'était pas une ombre fugace, c'était une silhouette, une personne debout, près d'un arbre non loin. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que je plissais les yeux dans l'obscurité en essayant de distinguer plus de détails. Cela devait être une personne car nous avions à peu près la même taille, la même hauteur, une constitution similaire,
c'était indubitable. J'ai pensé à appeler à l'aide, mais j'ai réalisé que c'était probablement un autre surveillant du camp et je ne voulais pas compromettre notre couverture. Au lieu de cela, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il semble qu'il regardait dans ma direction, puis j'ai levé le bras et salué, sans obtenir de réponse. J'ai fait quelques pas en avant et essayé à nouveau, mais alors j'ai vu clairement. La silhouette était vêtue de manière inhabituelle, le corps enveloppé dans quelque chose qui ressemblait à un sac de jute déchiré, la tête couverte de sacs plastiques blancs attachés ensemble comme un masque improvisé, les mains liées et agenouillées, frappant rythmiquement contre le tronc d'un arbre. Le son résonnait à travers la forêt silencieuse, un bruit perturbant au cœur du désert. Comment n'avais-je pas entendu cela avant? Cela semblait certainement quelque chose que les chefs de camp auraient pu faire, mais je savais que c'était faux, je ne connaissais pas cette personne. J'ai observé tandis qu'il frappait la tête contre l'arbre encore quelques fois avant de décider d'intervenir. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale à l'idée qu'un des chefs de camp pourrait faire une blague, mais quelque chose n'allait pas, la silhouette était trop silencieuse, à part ce battement rythmique contre l'arbre. J'ai appelé, ma voix résonnant entre les arbres, encore une fois sans réponse. J'ai pointé ma lampe de poche directement sur la silhouette et à mesure que je m'approchais, j'ai vu la boue collée aux pieds nus, l'étrange contorsion des mains liées. J'ai appelé à nouveau, demandant d'arrêter, et alors le battement s'est arrêté brusquement. La silhouette s'est lentement levée, se tournant pour me faire face, et je me suis figé en sentant mon sang se glacer. Elle a commencé à marcher dans ma direction, ses mouvements lents et délibérés m'ont hanté, et un instinct primal me hurlait de courir. J'ai tourné sur mes talons et couru de retour vers le camp, les pas de la silhouette résonnant derrière moi. Je n'ai pas osé regarder en arrière, mon esprit plein d'images de la silhouette étrange et silencieuse dans la forêt, avec ses sacs plastiques sur le visage. La situation était tout simplement terrifiante alors que je continuais à courir. Bien que je me sois rendu compte qu'il ne me suivait plus, quand je suis sorti sur le sentier et que j'ai rencontré quelques campeurs, j'ai regardé en arrière et n'ai vu personne, aucun signe de cette silhouette que je venais de voir. Cela a été un soulagement, mais a également amplifié ma peur de ne pas savoir où il était. C'était un véritable cauchemar pour mon travail. Je ne gérais pas bien cela. Je suis arrivé au camp, à bout de souffle, et j'ai trouvé les autres rassemblés autour du feu de camp. J'ai regardé autour et tout le monde était présent. Je leur ai raconté la silhouette et l'étrange rencontre que j'avais eue, mais tous ont ri, pensant que j'essayais de les effrayer. Mais je savais ce que j'avais vu. J'ai demandé aux enfants qui étaient avec moi s'ils avaient vu quelque chose, mais ils n'étaient pas présents pendant l'incident. Ils ont dit que non, ce qui a fait croire que j'inventais. J'ai laissé tomber, sans beaucoup d'options, j'ai juste fait de mon mieux pour surveiller le camp. Heureusement, rien d'étrange ne s'est produit pendant le reste de la nuit. Le lendemain, je suis retourné à l'endroit avec un autre chef. L'arbre était là, silencieux et imposant, mais il y avait quelque chose de plus, un petit lapin maigre était cloué à l'arbre, ses yeux sans vie nous fixant. J'ai appelé la police, qui a considéré cela comme une farce. Ils ont dit que des étudiants universitaires chassaient fréquemment des champignons dans la montagne et se livraient à des beuveries psychédéliques. Ils recevaient des appels à propos de personnes à moitié nues courant dans la forêt tous les étés, surtout dans cette région. Les chefs de camp avaient une explication, il y avait d'autres camps, évidemment, avec des groupes d'enfants plus âgés. Il était possible que quelqu'un soit venu pour perturber les enfants de 8 à 10 ans. L'autre camp, destiné aux jeunes à problème, se trouvait à quelques miles de là, donc ce n'était pas hors de question. Je sais ce que j'ai vu cette nuit-là et je sais que quelque part dans cette vaste nature sauvage inexplorée, quelque chose ou quelqu'un rôde dans l'ombre, attendant la prochaine occasion de se montrer. J'ai travaillé pendant des années comme garde forestier au parc du désert, m'habituant aux conditions difficiles et au silence inquiétant qui accompagne la patrouille de ce paysage impitoyable. Le parc est un refuge éloigné, offrant des vues spectaculaires rarement égalées, mais il n'est pas pour les faibles. Les températures montent en flèche pendant l'été et l'isolement peut être écrasant. C'est pourquoi, hors saison, nous permettons seulement aux visiteurs diurnes car il est trop dangereux pour quelqu'un de s'aventurer seul, surtout avec la chaleur intense.
En tant qu'agent de la paix non armé dans le district des gardes forestiers, mes journées sont généralement occupées par des tâches de routine, entretenir les sentiers, surveiller la faune et aider les visiteurs perdus. Cependant, un été en particulier, il y a quelques années, a été très différent. La chaleur était oppressante, même pour un garde expérimenté comme moi, rendant chaque pas un défi. Mes collègues et moi étions inquiets, cherchant quelque chose qui briserait la monotonie, quand les rapports ont commencé à arriver. Plusieurs voitures ont été vues entrant et sortant du côté sud du parc, et certains visiteurs ont affirmé avoir vu des groupes de personnes courant le long des routes. Au début, nous pensions qu'il s'agissait simplement d'étudiants tournant un projet ou d'aventuriers en quête de sensations fortes. Mais à mesure que ces apparitions continuaient, nous ne pouvions ignorer la sensation que quelque chose n'allait pas. Notre superviseur, un vétéran nommé Alan, a convoqué une réunion pour discuter de la situation. Nous nous sommes rassemblés autour de la table de la carte, buvant du café et échangeant des théories. Certains croyaient qu'il pourrait s'agir d'un groupe de braconniers, tandis que d'autres pensaient qu'il ne s'agissait que d'une blague qui avait mal tourné. Mais Alan avait un pressentiment que c'était quelque chose de plus sinistre. Il a suggéré que nous nous divisions en patrouilles, que nous réalisions une recherche complète dans le parc et que nous couvrions chaque sentier et route pour élucider ce mystère. Hors saison, notre équipe était suffisamment grande pour mener une enquête détaillée dans tout le parc. Nous ne pouvions pas examiner chaque chemin secondaire, mais nous pouvions couvrir toutes les principales routes, ainsi que les intersections, parkings et campings, des endroits propices à un trafic intense de voitures et de personnes. J'ai été désigné pour travailler avec ma collègue Rachel, une garde avec un œil aiguisé pour les détails. Nous sommes partis dans notre camion, munis d'eau, de collation et d'une bonne dose de scepticisme. Le soleil nous frappait alors que nous pénétrions plus profondément dans le parc, la radio émettant des interférences. Rachel et moi avions nos propres théories. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un cas de braconnage. Les masses rapportées devenaient, dans mon imagination, des hommes en camionnette prêts à transporter des proies abattues, prêts à toute éventualité. La chasse était courante dans ces vallées, avec des moutons, des antilopes et divers types de cerfs. Rachel soupçonnait une activité de gang ou une autre situation néfaste, mais aucun de nous n'avait de preuves. Pendant que nous patrouillions, le silence était inquiétant, aucun oiseau ne chantait, aucun insecte ne bourdonnait, juste le ronronnement de notre moteur et le léger crépitement du gravier sous les pneus. Nous n'avons vu aucun signe de vie, aucune indication de ce que nous cherchions, juste l'immensité infinie du désert s'étendant devant nous comme une toile chaude. Nous nous arrêtions à chaque point de départ de sentier, scrutant l'horizon à la recherche de tout signe d'activité. Rachel vérifiait les cartes, cherchant tout ce qui pourrait attirer la racaille. Je cherchais des signes d'activité humaine récente, des empreintes de pas, des marques de pneus, tout ce qui pourrait nous donner un indice. Entre la carte et le paysage, il semblait que nous étions dans une impasse. Pourtant, il y avait 20 équipes patrouillant les basses terres, nous étions responsables seulement d'une petite partie. Le fait de ne rien trouver ne signifiait pas que les autres étaient dans la même situation. Les heures s'étiraient, le soleil montant de plus en plus haut dans le ciel. Nous ne trouvions toujours aucun signe de vie ou de problème, juste le désert attendant patiemment que nous découvrions ce qui s'y passait. Après un moment, Rachel et moi étions à court d'idées. Nous avons passé les mêmes points de départ de sentier, vérifié les mêmes chemins de retour et il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit. Nous commencions à avoir faim et le carburant était presque épuisé. Nous avons décidé de retourner à la base, de nous ravitailler, et peut-être de recevoir des ordres pour patrouiller une zone différente. Alors que nous retournions à la station, la radio a soudainement pris vie avec la voix sérieuse d'Alan. Toutes les patrouilles, attention. Nous avons reçu un autre rapport d'un groupe de personnes, cette fois près de l'ancienne mine. Procédez avec prudence. Rachel et moi avons échangé des regards, la situation devenait sérieuse. Nous avons appuyé sur l'accélérateur, nous dirigeant rapidement vers la mine, prêts pour ce qui nous attendait. Alan semblait inquiet à la radio, dont nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. En arrivant à la mine, nous avons vu que les autres gardes fouillaient déjà la zone, leurs camions stationnés de manière désordonnée autour de l'entrée. Nous nous sommes joints à la recherche,
examinant le terrain poussiéreux à la recherche de tout signe de ces personnes. Il n'y avait rien, aucune trace d'elles, aucune preuve d'activité humaine récente, juste des restes laissés par des visiteurs passés, des mégots de cigarettes, des étuis de munitions usées et des déchets éparpillés. La mine était une structure ancienne, incrustée au sommet de la colline. Il y avait un escalier en bois menant directement à l'obscurité, mais à part cela, elle était simplement en ruine. Il pourrait y avoir de petits détours où quelqu'un pourrait se cacher, mais il n'y avait aucun moyen de descendre pour chercher quelqu'un qui ne serait pas en danger. Rachel et moi avons échangé des regards, notre excitation initiale diminuant. Il semblait que notre théorie sur les étudiants pourrait être correcte, un projet artistique ou une farce, n'importe quoi que les jeunes font. Nous étions sur le point de faire nos bagages et de retourner à la station quand Alan annonça « Tenez bon, tout le monde. Nous allons laisser quelques gardes surveiller l'endroit pendant quelques heures, juste par précaution. » 2 gardes se sont portés volontaires pour rester, et le reste d'entre nous a chargé nos camions et s'est préparé à retourner à la base principale. En tournant un virage, une voix a émergé à la radio, nous avons un véhicule garé derrière quelques rochers dans le camp du chien. Cela semble suspect. Nous descendions la pente raide où se trouvait la mine, d'où nous avions une excellente vue sur la zone sud du parc, y compris certains des campings périphériques. Un des gardes qui était en arrière, en regardant en bas de la falaise, a réussi à repérer un véhicule caché dans l'un de ces campings. Notre convoi s'est rapidement réorganisé et nous avons commencé la longue et lente descente jusqu'au camp. Cette zone était connue pour attirer des indésirables, des personnes à problème qui croyaient pouvoir échapper à la loi en se cachant dans les parties les plus reculées du parc. Le camp était un foyer d'activités illégales, raison pour laquelle nous l'appelions « camp du chien ». Il se passait toujours quelque chose là-bas, généralement inoffensif, mais on ne savait jamais vraiment. Il y avait des histoires de toxicomanes et de toutes sortes de personnes excentriques vivant en marge. En entrant dans le camp, nos yeux scrutaient la zone, observant les détritus éparpillés et les équipements abandonnés. La voiture était garée derrière un amas de rochers, partiellement caché. Nous nous sommes dispersés, nos bottes faisant du bruit sur le gravier alors que nous commencions à enquêter. La première chose que nous avons remarqué était que la voiture était hors d'usage, brûlée de telle manière qu'il ne restait rien d'elle. Personne ne voulait s'approcher, il était clair que quelque chose d'illégal était impliqué. Alan a immédiatement appelé le bureau du shérif local, demandant que les adjoints viennent sur place, et a envoyé certains d'entre nous de retour au bâtiment du district pour guider les policiers jusqu'à la scène du crime que nous avions découverte. L'air était lourd de silence sombre, le seul bruit venant des arbres grinçants et du bourdonnement lointain d'une mouche autour de nos têtes. Rachel et moi avons marché autour du périmètre, nos yeux attentifs au sol à la recherche de tout signe d'activité. Le soleil continuait de nous frapper, projetant de longues ombres sur le terrain poussiéreux. Personne ne voulait s'approcher de cette voiture, alors nous avons simplement marché et regardé ailleurs. Il y avait des indices, d'autres douilles de balles et un gros morceau de bois avec quelques entailles et des taches sombres. Nous ne savions pas vraiment quoi en penser, chaque pas ressemblait à un cauchemar au ralenti, comme si nous étions observés par des yeux invisibles. Les arbres nous épiaient, leurs branches squelettiques semblaient s'étendre vers nous. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que nous marchions dans un piège, que quelque chose ou quelqu'un nous attendait hors de vue. En nous approchant de la voiture, j'ai remarqué qu'elle était ancienne, rouillée et recouverte d'une épaisse couche de poussière. Les vitres étaient brisées, laissant des éclats irréguliers comme des dents dans les cadres. J'ai essayé la poignée, mais elle était fondue en place. Rachel et moi avons échangé des regards, tous deux avec le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Nous avons commencé à contourner la voiture, cherchant des signes d'entrée ou de sortie, et c'est alors que j'ai vu ce qui semblait être une tête sur le siège avant. J'ai figé sur place et j'ai appelé les autres pour qu'ils s'arrêtent. Alan a demandé à tout le monde de s'arrêter et s'est approché de moi lentement. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'appelais les autres, essayant de rester calme. Alan m'a demandé de montrer ce que je voyais. Alan a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et a inspiré profondément avant de faire quelques pas en arrière. Il pouvait voir plus que moi.
Ce n'était qu'un pas de plus et j'ai vu le cadavre pour ce qu'il était, non seulement brûlé jusqu'à être réduit en cendres, mais méticuleusement disséqué, comme une grenouille en cours de biologie. Il était difficile de distinguer ce qui était quoi, on aurait dit que quelqu'un avait démembré la victime. Nous nous sommes tous éloignés de la voiture, essayant de nous calmer, mais à ce moment-là nous étions désespérés que le shérif arrive. Il restait au moins 1 heure avant son arrivée. J'aimerais pouvoir dire que nous avons trouvé les réponses et le soulagement que nous espérions quand la police est arrivée. Ils ont bouclé la zone et commencé à prendre des photos, mais quand nous avons mentionné le corps et qu'ils l'ont vu, leur comportement a changé radicalement. Ils nous ont ignorés et ont dit qu'ils nous contacteraient s'ils avaient besoin de plus d'informations. Lorsque nous sommes revenus le lendemain pour vérifier la scène, le véhicule avait disparu, ainsi que tous les déchets autour. Nous avons reçu le rapport officiel quelques semaines plus tard et nous avons tous été choqués. La conclusion était le suicide. L'homme se serait enfermé dans le véhicule et aurait mis le feu. Cependant, avant cela, quelqu'un l'avait démembré, enlevant ses bras et ses jambes avec une hache, peut-être sur le morceau de bois taché que nous avons vu. Comment aurait-il pu se couper les membres, entrer dans la voiture, boucler sa ceinture de sécurité, puis déclencher l'incendie ? Alan, le chef du district, a commenté qu'il y avait beaucoup de trafic de drogue dans la région et que cela devait être lié. Aucune autre explication ne faisait sens. Cela expliquait aussi pourquoi les shérifs n'étaient pas intéressés par une enquête approfondie. Il n'y aurait aucune piste ou avancée dans une affaire comme celle-ci. C'était un épisode marquant pour notre département cette année-là. Beaucoup de gens ont demandé leur mutation vers d'autres parcs ou ont cherché d'autres occupations. La réalité de faire face à un meurtre brutal ne faisait pas partie de la description de poste, et beaucoup d'entre nous ont eu l'impression que nous étions proches de notre propre fin ce jour-là. Cependant, je suis resté dans le district et je travaille encore dans cet environnement impitoyable à ce jour. J'ai beaucoup d'histoires intéressantes et étranges, mais celle-ci est sans aucun doute la plus sombre que j'ai vécue au travail.